Il y a quelques jours, je discute avec Fabien. Il est cadre dans une belle entreprise du CAC 40 que j'ai rencontrée via LinkedIn, et je vous dirai d'ailleurs pourquoi après. Et il me dit dans notre conversation, je suis super en colère après ma banque. Parce que j'ai écouté leurs conseils, j'ai placé de l'argent pendant 17 ans sur une assurance vie, pour me rendre compte au final que ça m'avait quasiment rien rapporté. Oui, je précise, j'ai passé 1 heure avec lui parce que quand je vois que je peux aider dans ses finances personnelles un participant du test stratégique, je vous dis ce que c'est à la fin, eh ben je le fais. Et c'était le cas de Fabien. Et d'ailleurs, en fin d'échange, il me lâche. Et les ETF, vous en pensez quoi, Thierry? Je lui dis, c'est marrant parce que je viens justement, franchement, de publier un guide complet, 4000 mots, sur le sujet. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va voir pourquoi les ETF, c'est sans doute le meilleur point d'entrée pour débuter en bourse, mais aussi pourquoi, à mon avis, ça ne doit pas être uniquement votre stratégie. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Thierry Friquet, et c'est vrai que depuis 2012, je forme des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers bancaires, des assureurs, et ce sont eux qui vous proposent des placements. Et je continue d'ailleurs de conseiller une centaine de clients patrimoniaux chaque année. C'est pour ça que je me permets de vous parler de ça. Donc quand j'entends que la bourse est trop risquée et que c'est comme le casino ou qu'on n'a pas les compétences, je comprends. C'est ce qu'on vous a souvent fait croire. Du coup, beaucoup de Français laissent dormir leur argent sur des livrets, des assurances vie bancaires classiques. Mais ce qui m'agace, le pire, c'est que quand je fais un point avec un client prudent, il a un rendement de 2,5%, mais il paye 1% de frais sur son contrat, 1% de frais sur ses supports. Il reste quoi? Pas grand-chose. D'ailleurs, on va regarder tout de suite en simulation ce que ça donne. Donc là, vous voyez qu'on est donc sur un simulateur en ligne, donc ça, vous pouvez le faire vraiment tout seul. Vous voyez que sur un placement, par exemple, de 100 euros par mois, sur une durée de 15 ans, avec un rendement estimatif de l'épargne de 4% par an, net de frais de gestion, sachant que j'ai pris des frais de gestion, des frais d'entrée, pardon, de 3%, ce qui déjà, pour obtenir ces taux-là, il faut discuter un petit peu quand même. Alors, avec une banque, hein, vous arriverez éventuellement à avoir moins sur les frais d'entrée. Mais ce n'est pas tant les frais d'entrée qui sont nerfs de la guerre. Déjà, vous verrez que pour avoir 4% par an par expérience, avec des gens qui sont plutôt sur un profil défensif, on appelle ça prudent, ils n'auront jamais plus de 2% par an. Donc je pourrais même vous faire la simulation avec 2% par an. Mais bon, j'ai envie de donner sa chance. Je pars sur 4% par an. Frais d'entrée 3%. Frais sur versement, c'est la même chose, hein, sur versement, ok. Frais de gestion 1%. C'est globalement ce que vous verrez partout. Et ça, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que vous avez des gens qui vont plutôt avoir tendance à négocier les frais d'entrée et c'est ok. Mais en revanche, les frais de gestion, ça passe souvent sous les radars. Donc regardez ce que ça donne. Voilà, sur 15 ans, 100 euros par mois, globalement, vous avez 24 871 euros. OK, et là vous voyez, hein, vous avez la part du capital versé et vous avez la part des intérêts qui viennent se mettre ici. Maintenant, on va prendre quelqu'un qui aurait été un petit peu mieux conseillé, qui accepterait d'aller, par exemple, soit sur des contrats d'assurance vie, par exemple, ou peu importe, mais avec des frais d'entrée vraiment négociés et surtout des frais de gestion renégociés. Et là, globalement, ce que vous allez voir, là, je vous parle de contrats d'assurance vie avec des unités de compte à l'intérieur, mais peu importe le support. En revanche, puisqu'on parle d'ETF, sur les ETF, vous allez avoir plus souvent des frais d'entrée de 0,5% et des frais de gestion de l'ordre de 0,5%. Vous pourrez trouver moins, globalement. Et globalement, on repart toujours sur du 100 euros par mois, 100 euros par mois, 15 années. Mais là, on va partir sur du 6% par an, puisque ce qu'on nous vante, c'est de dire sur les 10 dernières années, la bourse mondiale a fait plus 8%. Donc moi, je mets plus 6 déjà. Attention, donc c'est-à-dire que si je me cale sur un ETF monde, et on verra une simulation tout à l'heure avec un ETF monde, on verra ce que ça peut donner. Mais là, je pars sur du 6% net de frais de gestion, c'est déjà pas mal. Et là, vous voyez qu'on passe à 29 467 euros, là où tout à l'heure, on était sur du 24 871. Donc, ça fait quand même un bel écart, hein. Je vous laisse calculer le pourcentage que ça représente. Et ce qui va notamment faire la différence, hein, regardez, c'est entre autres, c'est les frais, hein. C'est que les frais, vous les voyez quasiment plus, puisque je suis à 0,5. Donc, j'ai divisé par 6 les frais d'entrée, et les frais de gestion, je les ai divisés par 2. Frais d'entrée, c'est juste une fois, donc on ne focalise pas sur le montant qui pourrait être énorme. 3%, waouh, au secours. Là, divisé par 6, ouais, donc je vais faire 6 fois plus de rendement. Non, parce qu'on les a payés qu'une fois. En revanche, les frais de gestion, ça c'est pris chaque année, que le rendement du fonds soit bon ou pas. C'est important, hein, retenez bien ça, hein. Ça veut dire que le fonds était performant ou pas, que le support était performant ou pas. Tous les ans, on se prend 0,5, pas sur ce qu'on vient de mettre, sur ce qu'on a mis dans l'année et sur ce qu'on a au global, totalement capitalisé. Donc, si maintenant on part sur une simulation qui serait plus proche, par exemple, d'un ETF monde sur les dernières années, les 10 dernières années, bon, bah là,
Évidemment, on est sur deux points de plus, hein, évidemment. Donc on passe carrément à 35 152. Donc vous voyez, on passe de 24 871 au début avec des frais qu'on va trouver souvent dans le marché, 4% déjà de rentabilité annuelle. Vous verrez que regardez vos contrats, il y a peu de chances que vous y soyez parce que, mais faute à vous aussi. C'est-à-dire que vous êtes souvent à demander du prudent, du sécurisé, du etc. Donc imaginez, hein, 4% par an, c'est pas ce que fait le livret A au moment où je vous en parle, hein. Voilà, on va passer, en ayant joué sur la rentabilité, donc là on a affaire à quelqu'un qui a un profil équilibré, voire déjà presque un petit peu offensif, mais on a vraiment cassé la figure aux frais d'entrée et de gestion. Donc ça, on va pouvoir le trouver assez simplement sur un ETF monde. Et puis, si on va vraiment sur ce que peut faire un ETF monde sur les 10 dernières années, bon là, on va passer à 35. Vous voyez, on passe de 24 à pratiquement 35. Donc je vous laisse calculer en pourcentage de ce que ça donne. C'est juste énorme. D'accord? Donc je m'arrête là déjà pour cette simulation et on revient tout à l'heure avec d'autres simulations ultra intéressantes. Et ça m'agace parce que je sais que les gens, comme vous, ont fait l'effort d'épargner, de faire confiance et on les récompense avec des miettes. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre des ETF et à mon avis, c'est quoi les étapes pour y aller? Parce que c'est pour ça que de plus en plus de gens se tournent vers les ETF et à juste titre. Mais encore faut-il savoir les choisir. Alors pour moi, il y a 4 étapes minimum à respecter. Un, il faut comprendre que l'ETF, c'est pas un actif, c'est un emballage. Il faut aussi savoir choisir son marché, les USA, le monde, les émergents. Savoir où le loger, un PEA, un compte titre, une assurance vie, et puis enfin comparer les frais, les réplications, physiques ou synthétiques, et est-ce qu'ils accumulent ou est-ce qu'ils distribuent. D'ailleurs, on va aller sur le site Quantalis ensemble et on va étudier les fiches de ces ETF. On va faire quelques comparatifs. C'est parti. Quantalis, je vous laisse y aller. Là, moi, j'ai fait un copier-coller du code ISIN hein, ici et hop, on a retrouvé eh bien, cet ETF qui est géré et distribué par Amundi. On vous met la notation, ça vous dit que c'est un bon ETF. C'est pas l'idée. Donc l'idée, qu'est-ce qui fait cet indice? Je vous ai dit, il va répliquer vraiment à la lettre, pour le coup, le MSCI World. Vous le voyez là, hein. Je vous le montre là, vous voyez, regardez. MSCI World, donc c'est la courbe bleue, c'est l'encadré bleu que vous voyez là. Amundi MSCI World Swap ETF, on en a parlé, il me semble, hein, le swap, mais on en parlera sinon dans une autre vidéo. Voilà, c'est un ETF dit synthétique à réplication synthétique et non pas à réplication physique. Mais je pourrais en parler dans une vidéo un peu plus longue. Sinon, j'en parle dans l'article dont vous avez le lien également pour aller lire mon article sur ce sujet. Donc, vous voyez globalement, en la courbe orange, ce sont les actions monde. Donc là, l'ensemble des actions monde représente un indice à 137,80, alors que le, le MSCI World, qui est un indice, hein, qui reproduit finalement les performances mondiales de l'ensemble des actions, il est plutôt à 151,98, et le ETF Amundi MSCI World, il reproduit exactement à quelques centimes près la performance de l'indice MSCI World. Ce qu'il faut regarder, retenez ça, c'est que vous avez là, depuis le 1er janvier, au moment où je tourne cette vidéo, hein, il faut retenir, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 9,46% de performance de cet indice, là où le secteur, donc les actions, sont plutôt à 6,85. Sur 3 ans, on est à 54,67, 39,81 par rapport à la catégorie. Et là, je pourrais me dire, ben, en fait, si j'allais prendre une unité de compte avec une équipe, des gestionnaires, qui, elle aussi, essaye de battre, entre guillemets, les actions mondiales. Eh bien, je pourrais prendre, par exemple, le Comgest Monde C. Voilà, c'est une unité de compte hein, qui est gérée par Comgest SA, donc c'est un gestionnaire. On va voir si je peux avoir des infos là-dessus. Non, voilà, c'est du gestionnaire qui gère, donc qui est dans la classification AMF des actions internationales. Bon, bref, on va pas aller se faire du mal à la tête, là, c'est pas l'idée. Vous retrouvez ici le même indice, hein, Action Monde, là, en orange, tac, 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 tac. Vous retrouvez en bleu le fond, comme Gest Monde. Et alors, ce qui va être intéressant, vous retrouvez le sous-jacent MSCE, l'indice MSCI World, ici, là, en vert, tac, 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 le même qu'on a vu juste avant. Mais là, vous voyez que ce fond essaye de battre l'indice MSCI World. Et donc, il y arrive assez bien entre, vous voyez, mars 2023, il y arrive, il est tout le temps au-dessus à peu près jusqu'en octobre 2024, donc mars, octobre, allez, presque un an et demi. Et puis, clac, l'indice, le MSCI World, hein, pour le coup, bah, il passe au-dessus, mais là, il n'arrive pas. Donc, il se rattrape, mais là, vous voyez que globalement, depuis
à peu près, on va dire, octobre 2024. Du coup, il n'arrive pas à faire aussi bien que l'indice. Au mieux, il le suit, mais il est toujours en dessous. Ce qui fait que, par exemple, là, depuis le 1er janvier, bah, sa performance est de 1,70 alors qu'on était à plus 9, hein, d'autre côté. Et puis, sur 3 ans, il est à 41 contre l'autre. L'autre était à 55. Mais c'est pas tout. Vous allez voir pourquoi, et c'est logique que vous préfériez, mais je vous donnerai un exemple contraire juste après. C'est logique que vous préfériez les ETF, surtout si vous n'y connaissez rien. Pourquoi? Ben là, je vais vous parler gros sous et de frais et de ce qui impacte encore plus la performance de l'ETF. Donc, on est allé, je reviens à l'ETF, l'ETF MSCI qui suit de Amundi, hein, qui suit l'MSCI World. Vous voyez qu'on est sur un indicateur de risque à 4 sur une échelle de 1 à 7, tout comme l'unité de compte comme geste. Et on va aller regarder surtout ce que ça coûte. Et c'est là où ça fait un peu mal, quoi. Vous voyez que le coût de cet ETF, Amundi MSCI, c'est celui d'Amundi, 0,4% par an. Et au bout de 5 ans, évidemment, c'est pareil, c'est toujours 0,4% par an. C'est pas tout à fait ça, il dit 0,37, mais voilà, globalement, vous avez le coût, 0,4%. Vous vous rappelez tout à l'heure de la simulation que je vous ai faite, hein, je vous laisse vous remémorer cette simulation. Quand vous arriviez à avoir 1% de frais de gestion sur l'année, c'était déjà bien le max. Et puis vous avez aussi les frais d'entrée qui peuvent aller jusqu'à 3%. Alors moi, avec mes clients, c'est un peu différent. On a différents accords. Mais voilà, globalement, c'est ça. Donc, j'en étais là. Vous avez là le coût pour l'ETF Amundi MSCI World. C'est un swap. Et pour le Comgest, maintenant, on va y voir combien il coûte Pépère. Et bien, si vous n'avez pas d'accord particulier avec le distributeur de cette unité de compte au travers d'un contrat d'assurance vie, regardez, hein, vous pouvez avoir jusqu'à 4,8% première année et en moyenne 3%. Et d'ailleurs, il vous donne un peu d'autres documents. Donc, il faut que vous alliez en fait à la chasse, à la pêche à ce document. Ce document, ça s'appelle le DIC, un document d'information clé pour l'investisseur. Il a également un nom en anglais. Mais globalement, c'est ça que vous devez aller étudier pour savoir combien vous coûte potentiellement le support que vous voulez mettre, que ce soit dans une unité que ce soit dans un contrat d'assurance vie, mais aussi un PEA ou un compte titre. Vous voyez d'ailleurs qu'on retrouve bien, là je compare bien des choux et des choux, hein, non pas des choux et des carottes. Je compare bien une unité de compte qui cherche à battre l'indice MSCI World versus un ETF qui suit l'indice MSCI World. Et ils sont bien tous les deux sur une échelle de risque à 4 sur 7. Donc on est vraiment bien dans la même catégorie. Et là, vous voyez que globalement, voilà, on est sur des coûts à l'entrée qui peuvent être jusqu'à 2,5. Donc là, c'est le coût de l'unité de compte, du support. Mais s'il est hébergé sur un support de type PEA, de type compte titre, de type assurance vie, bah, il faut prendre en compte le coût de chacun de ces outils. Parce que là, ils n'ont pas les mêmes règles du jeu. Moi, je suis chez Boursorama Banque, par exemple. Pour mon PEA, bah, il y a un coût quand j'achète une action, un coût pour la gestion également à l'année sur un contrat d'assurance vie, et je vais vous montrer après bah, mon contrat, sur lequel, qui est chez Generali d'ailleurs, et ben, je vais vous montrer aussi les performances que je fais. Et c'est pour ça que je vais vous mettre en, en compétition l'ETF versus une unité de compte versus des titres vifs, donc des actions que j'ai achetées en direct, là pour le coup dans un contrat d'assurance vie pour que la comparaison soit la même partout. Donc vous voyez que là en plus, bon là, donc je reviens sur l'unité de compte comme geste, vous êtes à potentiellement, vous pouvez avoir des frais de gestion jusqu'à 2% uniquement pour l'unité de compte qui s'ajoute à l'unité de compte, qui s'ajoute aux frais de gestion que vous pouvez avoir sur votre contrat d'assurance vie. Donc vous imaginez, si vous avez 2% de frais de gestion sur l'unité de compte comme geste et que vous avez aussi 1% de frais sur votre contrat d'assurance vie, ça veut dire que vous pouvez avoir 3% au total de frais de gestion sur une année. Donc, votre unité de compte, elle a intérêt de sortir du rendement. Si vous êtes, encore une fois, rappelez-vous, hein, si vous êtes vous avez un profil qui est plutôt prudent, voire même équilibré, une unité de compte comme ça, si elle vous sort du 6%, vous avez 3% de frais derrière entre les frais de l'unité de compte et les frais du contrat, vous n'avez que 3%. Donc, dans des années où vous avez une inflation à 25% cumulée sur 4 ans, clairement, vous perdez du pouvoir d'achat. D'accord? Donc,
selon moi, les axes de travail, c'est votre état d'esprit sur votre résistance psychologique à la volatilité. Donc, si vous êtes d'un profil ultra sécurité, ben, vous allez vous tirer des balles dans le pied. Fin de la parenthèse. Donc maintenant, je vous montre globalement. Alors, ok, c'est bien les ETF, vous avez remarqué, hein, franchement, pour démarrer, ça peut être très très bien. Vous pouvez les loger dans un contrat d'assurance vie, dans un PEA, et dans un contrat d'assurance vie qui a plein d'avantages, mais on fera une autre vidéo là-dessus. Mais du coup, vous vous privez de certaines performances. Là, on l'a vu, l'MSCI World, au moment où je tourne cette vidéo, il fait 9% depuis le 1er janvier, on est en octobre. Mais hop, moi par exemple, aïe aïe aïe, j'ai trouvé de couper la vidéo, il m'a zappé ce Alors, petit rappel, en France, vous pouvez loger ces ETF dans une assurance vie. Ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est même souvent plus avantageux que le PEA. D'ailleurs, on va aller regarder sur mon applicatif professionnel ce qu'on peut trouver comme ETF dans certains contrats. Là, je me suis amusé à aller chez un de nos partenaires et j'ai regardé ce qui, pour être tout à fait transparent, on est dans un contrat d'assurance vie, pour le coup, la liste des ETF auxquels je pouvais avoir le droit dans ce contrat d'assurance vie. Et donc, iShares, hein, pour info, c'est BlackRock qui distribue ça. Vous avez également Amundi, si vous êtes européen, je vous conseille d'aller plutôt chez Amundi pour plein de bonnes raisons. Et je vous disais, il faut apprendre à déterminer quel type d'ETF je veux. Parce qu'il y en a qui vont vous aider qui vont plutôt répliquer les actions de la zone euro, grande capitalisation, hein, voilà, on appelle ça big caps, des actions internationales grande capitalisation mixte, etc., des actions US grande capitalisation, actions grande capitalisation croissance, US petite capitalisation, pardon, small caps. Vous pouvez avoir également des ETF par secteur, de la biotech, dans le secteur de la technologie. Donc je pense que là, on aura un équivalent, je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, même pas. On a le MSCI World. Je pensais qu'on aurait l'indice du Nasdaq. Et puis, vous avez des actions à performance inversée, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, on va en prendre un simple. Moi, j'ai pris celui-ci, hein. Vous voyez, l'Amundi IS, MSCI World, etc. On prend son code ISIN. Voilà, c'est le code, c'est sa fiche d'identité, son numéro d'identité. Et on a allé, ce que je vous disais, sur Amundi. Donc, Amundi, vous pouvez y aller. C'est un site, pardon, pas sur Amundi, pardon, sur Quantalis. Alors, pourquoi je dis que vous devez vous méfier aussi des ETF? Parce que comme Warren Buffett le recommande, les ETF, c'est vraiment pour les débutants. Et je suis 100% d'accord avec ça. Mais mettre 100% de son épargne là-dessus, c'est pas une stratégie, franchement, c'est juste un début. Et donc, comme je le disais, si on se contente uniquement de faire de l'ETF parce que ça paraît plus simple, on va aller regarder aussi à côté de quelle opportunité on peut passer versus quelqu'un qui développe un peu ses connaissances et qui va directement acheter ce qu'on appelle des titres vifs. Donc, il va réellement aller acheter des actions d'une entreprise qu'il aura préalablement étudiée, mais sans forcément y passer des siècles, des heures, juste en respectant quelques indicateurs pour pouvoir se dire j'y vais ou j'y vais pas. Donc là, donc vous voyez mon écran. Normalement, vous voyez que je suis sur un espace alors pro. Donc là, on va prendre l'action Crédit Agricole qui fait partie du CAC 40, sur laquelle on a 30% de plus-value en l'espace de 1 an et 8 mois. 1 an et 8 mois. Donc, je vous laisserai faire le calcul de ce que ça donne en rentabilité annuelle. Et on va aller regarder si j'avais acheté l'ETF CAC 40, on va prendre à chaque fois l'Amundi, bah, est-ce que je suis gagnant ou je ne suis pas gagnant? On est d'accord qu'on ne compare pas exactement la même chose, mais Crédit Agricole fait partie du CAC 40, donc pour se dire je m'embête pas, j'achète une action du CAC 40. Alors c'est parti, on est là. On est donc bien sûr, j'ai pris un ETF, un ETF Action France. Donc en réalité, l'indice de référence, c'est bien le CAC 40. Et on regarde ici les actions France, donc c'est la ligne orange. On voit l'indicateur, l'indice MSCI France, hop, qui est en vert. Et on voit l'ETF Amundi CAC 40 qui réplique, ni plus ni moins que, et en étant même un petit peu meilleur, hein, c'est assez surprenant, qui réplique l'indice. On a une performance sur un an à 12,34, on ne l'a pas sur 2 ans, donc je vous laisserai calculer ce que ça fait, 30, 30, 30. À mon avis, on est à peu près à 20% de rentabilité annuelle sur Crédit Agricole, recalcule exactement, mais on ne doit pas en être loin. Là où le CAC 40, sur un an, il avait fait 12%, donc on peut se dire que l'action Crédit Agricole a fait à l'intérieur du CAC 40, a fait mieux que le CAC 40 lui-même, et donc ça doit vous permettre de dire potentiellement si demain je veux passer à une étape supérieure, je peux aller chercher un poteau de performance. Je vais vous montrer également là. Ça, c'est super intéressant. Vous voyez, sur le PEA, j'ai acheté de l'action Clariane, mais on est à 185% de plus-value. Donc là, j'ai aucun indice qui m'a donné 185%. Clariane est un groupe français qui gère des établissements de retraite, notamment des EHPAD.
Faudrait que je retrouve quand est-ce que j'avais acheté ça. On est en février 2000, février 2020. Globalement, 185%, ça parle tout seul. Voilà, donc je voulais vraiment que vous voyiez la différence aussi entre l'investissement passif, et je développe aucune connaissance et j'achète que de l'ETF, versus des actions en direct. Il y a quand même quelques petites limites. Et puis, bah, s'intéresser un peu à des actions, être vraiment propriétaire d'actions d'une entreprise, être reconnu dans l'entreprise comme actionnaire et dans les registres des actionnaires, versus acheter un ETF où le propriétaire de l'ETF et celui qui achète vraiment les actions, bah, c'est le concepteur de l'ETF et le distributeur de l'ETF. Hein. C'est pas vous. Donc vous êtes un inconnu, vous avez donné vos sous pour que lui achète, mais vous n'êtes pas connu dans l'entreprise dans laquelle on a investi. Voilà. Parce que si vous détenez une action en nominatif pur, là, vous êtes inscrit dans le registre des actionnaires. Alors qu'avec un ETF, vous êtes client d'une plateforme. Si l'intermédiaire disparaît, vous êtes protégé par la réglementation, oui, mais en cas de faillite de la plateforme ou un détournement de fonds, je vous laisse vous rappeler de l'affaire FTX, on a vu que tout ne se passe pas nécessairement comme prévu. Si vous voulez éviter de louper des opportunités comme Fabien en vous laissant endormir, commencez par clarifier vos objectifs. C'est exactement le but. Test stratégique que Fabien et plusieurs dizaines d'épargnants ont réalisé. En 3 minutes, vous savez quoi faire ensuite et surtout comment mieux aligner vos placements avec votre vie. J'oubliais, si vous êtes comme certains qui m'ont dit je vais essayer de prendre 3 minutes pour le faire, expliquez-moi comment on est capable de travailler 8 à 10 heures par jour pendant 40 ans pour construire ses finances et qu'on n'arrive pas à se poser juste 3 minutes pour répondre à cette question pour avoir une chance un jour d'avoir des finances qui travaillent à notre place. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors pour finir, les ETF, c'est un outil puissant, oui, accessible, mais aussi, ce n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Maintenant, la vraie question, c'est seriez-vous complètement opposé à investir, je le redis, 3 minutes maintenant et pas plus tard pour reprendre le contrôle de vos finances? Si votre réponse est non, alors j'ai hâte de découvrir les résultats de votre test. Je les lis tous. Je vous dis à bientôt. Ciao.